Bienvenue dans le deuxième hors-série de la matrescence. Chaque premier mercredi du mois, un ou une experte répondra à vos questions. Pour cela, rien de plus simple, rendez-vous sur le compte Instagram de la matrescence, @lamatrescence, pour poser vos questions sous le post concerné. Pour ce mois de mars, un peu en retard, Héloïse Junier, psychologue autrice du livre Le manuel de survie des parents, a choisi 10 questions, même 11, parmi la centaine posées. On aborde la pression sociale qui pèse autour des parents, les colères des enfants, les tempêtes émotionnelles des parents, la question du deuxième enfant, comment expliquer à l'aîné l'arrivée d'un frère ou d'une sœur. Et puis il y a une question qui est revenue souvent concernant la musique et le fond sonore dans la maison. Alors quid de la répercussion sur le langage ? Et enfin, on parlera du parent préféré, avec des guillemets pour parents préférés, et de l'attitude à adopter face au comportement des enfants. Je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Héloïse, merci beaucoup d'être avec moi à distance. Avec plaisir, on s'adapte. Ouais. Allez, deuxième volet de ce question-réponse. Il y a eu énormément de questions encore, donc tant mieux. Et la première question s'adresse pour les parents parce que, je cite, « parce que les tempêtes émotionnelles ne traversent pas seulement les tout-petits, mais parfois aussi les mamans. Comment faire pour que le tout-petit n'absorbe pas toutes les émotions de sa maman lorsque celle-ci traverse certains moments difficiles ? Un grand merci. » Alors en fait, c'est une question qui peut revenir de la bouche des parents, papa comme maman. Déjà, ce qui est important de rappeler, c'est qu'il ne faut pas se sentir coupable en fait de vivre des émotions. Alors les émotions, elles ont une mauvaise presse dans notre société occidentale où on est en contrôle en permanence, mais vivre des émotions, c'est normal en tant que maman, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant qu'enfant, et ce n'est ni mal, ni grave, ni sale. Tu vois ce que je veux dire, c'est que c'est la vie en fait. C'est vraiment qu'on est juste des êtres humains et des mammifères de manière générale. Et en fait, dans tous les cas, si on veut essayer, ça c'est normal de vouloir préserver un peu son enfant, mais plus on va vouloir masquer ces émotions-là, et plus elles vont venir. Et dans tous les cas, dites-vous bien que quand on a une émotion, quand on vit une émotion, l'enfant va la détecter quasi systématiquement. Il va détecter des signaux émotionnels qui sont très fins et très pluriels sur notre corps. Par exemple, tout ce qui est communication non verbale, quand on a une émotion de tristesse, ça va jouer sur notre expression faciale, sur notre posture, sur les mimiques, la respiration, la gorge plus serrée. Et cet enfant-là, il va pas comprendre l'émotion, mais il va la ressentir de par sa manière, sa capacité à capter les signaux. Dans tous les cas, l'émotion, il va la sentir. Donc déjà, on est un peu mal barré. Donc qu'est-ce qu'on va faire après ? Vaut mieux pas essayer de masquer la chose, mais au contraire. Alors ce qu'on préconise généralement, ce qui est pas mal, c'est de mettre des mots sur ces émotions-là. En fait, faire en sorte qu'il y ait une cohérence entre le verbal, entre les mots qu'on va dire, entre les mots que la maman dit, et le non-verbal, à savoir tout ce que les émotions, à savoir tout ce que l'enfant va s'imprégner en fait, auquel il va être perméable. Donc voilà, donc une grande congruence, une grande cohérence entre les mots et les émotions. Et en fait, en gros, concrètement, ça veut dire que quand on est triste, on dit à l'enfant qu'on est triste. On n'explique pas pourquoi dans les grandes lignes, mais dans les détails, mais peut-être dans les grandes lignes, on peut dire je suis triste parce que je sais pas, parce que souvent c'est compliqué au travail, parce que au champ je suis en colère, ou j'ai peur, ou en fait, je pense c'est intéressant de pouvoir dire aux enfants d'être transparents avec nos émotions. Et d'autant plus que, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une étude récente qui montrait justement que les enfants dont les parents mettaient des mots sur leurs propres émotions à eux, de parents, ces enfants-là avaient une meilleure régulation émotionnelle. En fait, mettre des mots sur les émotions, c'est une forme de régulation émotionnelle et on aide à développer le quotient émotionnel, l'intelligence émotionnelle de l'enfant en même temps. C'est ça qui est génial. Donc en fait voilà. Donc je pense qu'il faut pas trop rejeter ces émotions-là, les accepter et y mettre des mots dessus, y aller en douceur parce que ça fait partie de la vie aussi. Ce que je ferai avec mes enfants aussi en tout cas. Ouais, puis dans le contexte dans lequel on est, c'est plutôt pas mal de pouvoir verbaliser. Et ouais, c'est ça. Il y a rien de pire en fait que c'est de mentir et de camoufler ses émotions, ça marche pas. Ça marche pas en fait. On pense être très bon en ça, mais on n'est pas très bon finalement tous tant qu'on est. Alors, deuxième question. Ouais. Le contexte. Alors, ce sont des enfants rapprochés. Comment bien préparer un bébé qui a tout juste 15 mois à l'arrivée de son petit frère dans 6 mois ? Je sais qu'il comprend beaucoup de choses, mais je sais aussi que beaucoup d'autres restent abstraites. Il regarde beaucoup mon ventre, le pointe du doigt. J'ai déjà un gros ventre et de la poitrine, mais je ne sais pas quoi faire. Merci.
C'est vrai que c'est complexe, parce qu'en fait, là, l'enfant, il y a très peu d'écart d'âge, en fait. Mais, et comme madame le dit très bien, une grossesse, c'est complètement abstrait pour un enfant. Déjà, ça l'est pour nous. Ça l'est encore plus pour le papa. Je veux dire, ça l'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup pour un enfant, d'autant plus que là, il est vraiment très, très jeune. Euh, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'enfant, il a pas, enfin, il va pas comprendre ce que c'est qu'une grossesse, bien évidemment. Il n'a pas déjà DU de gynécologie, hein, mais il va être vachement sensible. Et c'est ça qui est intéressant au comportement de la maman qui change. Et c'est ça, ils sont sensibles, mais dès le premier jour, dès la première heure. C'est-à-dire que, en fait, la maman qui attend un bébé, forcément, sera moins patiente, hein, on a tous vécu. Elle sera peut-être plus fatiguée, elle sera plus irritable, il y aura plus d'inquiétude. Voilà. Donc, tout le non-verbal, une fois de plus, on en parlait tout à l'heure, va être imprégné de ce changement auquel elle se prépare. Et du coup, ça, l'enfant, il y est extrêmement sensible. Mais il comprend pas pourquoi il y a un tel changement brutal. C'est ça qu'on se dit souvent, enfin nous, j'ai longtemps été psychologue en crèche, et on voyait les enfants qui avaient des petits frères ou petites sœurs, parce que d'un coup, ils changeaient de comportement. Et on se disait, ah tiens, c'est bizarre, il a changé de comportement, il mange moins bien, il pleure davantage, enfin, il y a un changement de comportement. Et quand on parle aux parents, le parent voulait pas le dire tout de suite, en fait. La maman disait, ah non, non, il se passe rien de spécial. Et quelques mois ou semaines plus tard, elle me disait, bah oui, c'est vrai que je suis enceinte, ouais, je suis enceinte de 4-5 mois déjà. Et en fait, on faisait le lien entre le moment où elle a dû apprendre la grossesse, ou le moment où la grossesse a dû se mettre un peu en route, et le moment où l'enfant changeait de comportement. Donc du coup, effectivement, c'est normal que le comportement change, et les enfants, ils sont très sensibles, et même s'ils comprennent pas, ils ressentent tout ce changement-là. Et il existe malheureusement, j'allais dire, aucun moyen qui marche à 100%, ce serait formidable sinon, pour préparer l'enfant à l'arrivée d'un petit frère, mais néanmoins, ce qu'on préconise et ce qui marche plutôt bien pour la majorité des cas d'enfants, c'est on l'inclut. On l'inclut au maximum. C'est-à-dire que plus le ventre va grossir, plus la grossesse, ça va avoir une partie un peu concrète. Du coup, on peut l'inclure dans le préparatif, le choix du doudou, le choix de la couleur du mur, etc., etc. Alors, pas le choix du prénom, parce que ça marche pas. Généralement, l'enfant propose des prénoms terribles et du coup, on va pas en son sens. Et puis aussi, on peut le valoriser, lui dire, voilà, bah, tu vas devenir grand frère. Alors, peut-être pour lui, ça veut pas dire grand-chose, mais c'est pas grave, on le valorise, on l'inclut, on le valorise plus. Et aussi, ce qui est bien, c'est les livres. Il y a énormément de livres qui sont vraiment chouettes sur le sujet. Et le livre, je trouve, c'est un très bon vecteur de messages pour les enfants. Et on peut commencer, en fait, à lui montrer un petit peu, lui expliquer un peu la situation via les livres, ça peut marcher aussi. Mais ce qui est le plus important, je trouve, et c'est ce que nous montrent aussi les recherches, c'est que sur la psychologie de la famille, c'est que plus le climat émotionnel de la famille est détendu, plus il est serein, plus il y a une entente importante entre les deux parents, et plus ça se passe bien après pour l'enfant. Bizarrement, et pour la fratrie. Enfin, tu sais que les recherches sur la famille nombreuse, par exemple, montrent que plus il y a un degré de cohérence et de familiarisation et d'entente entre les deux parents, et plus les frères et sœurs s'entendent bien. Mais ce qui est important aussi dans tous les cas, c'est que, en fait, si on répond vraiment aux besoins fondamentaux de l'enfant qui est grand frère, là, enfin qui va être grand frère, si on répond vraiment à ses besoins fondamentaux, des besoins fondamentaux d'affection, de proximité, de réassurance, généralement ça se passe plutôt bien. Même s'il y aura forcément un peu de jalousie par la suite, mais rien de grave en tout cas. Donc voilà, donc, y aller tranquillement et l'inclure et le valoriser, et répondre à ses besoins fondamentaux de petit enfant, puisqu'il reste quand même très très jeune malgré tout. Et félicitations pour la maman et le papa. Et tu dis que justement qu'ils sont très sensibles, ils perçoivent le moindre changement. Est-ce que du coup il faut dire tout de suite à un enfant que on attend un bébé? J'ai toujours lu tout, enfin et l'inverse. Ouais, en fait, il y a plusieurs écoles pour ça en fait. C'est vraiment comme le parent le sent. Je veux dire, faut pas trop attendre longtemps parce que plus on attend, plus après l'enfant il comprend pas pourquoi il y a un changement de comportement, il y a pas de mots posés dessus, donc attendre trop longtemps, c'est pas terrible non plus. Mais en même temps, dire dès le début, à 2 mois de grossesse, alors qu'on sait jamais ce qui peut se passer dans le premier trimestre, c'est pas non plus terrible parce que bon. Mais c'est vraiment le parent qui le sent. Mais ouais, il y a plusieurs écoles à ça. C'est ça, t'as lu plusieurs choses différentes. Ouais. Bah, donc du coup, c'est le ressenti du parent au moment où il. Bah oui, c'est faut qu'il le sente en fait. J'ai vu un couple de parents en crèche. La maman m'avait dit, elle était enceinte de 2-3 semaines. On avait parlé parce qu'on avait eu un lien par ailleurs pour les problématiques, et elle me disait je sais pas si je dois ou pas en parler à mon petit garçon, mais elle se voyait vraiment en fait elle se voyait lui dire en fait, elle n'arrivait pas à lui cacher des choses à son enfant. Enfin pour elle c'était tellement énorme cette nouvelle, le papa c'était énorme pour lui, c'était hyper content, mais elle hésitait à lui dire, mais pourtant elle avait très très envie de dire à son petit garçon, et du coup elle me demandait est-ce que c'est une bonne idée de lui dire, et en fait je disais voilà, comme je te dis, bah en fait
faites comme vous le sentez. En fait, si vous le sentez, mais faites-le. Et si vous le sentez pas, vous le faites pas. Si jamais la grossesse s'arrête au bout de 2 mois, vous expliquerez, vous mettrez des mots dessus. Et puis on continue tous ensemble, en équipe. C'est un peu ça, ma philosophie. Ouais, j'avoue que c'est compliqué de mentir par omission, puis on discute toujours que les enfants ils captent. Hein. Bah oui, c'est ça. Ouais, je pense qu'il faut y aller au feeling, quoi. Ok, super. Allez, 3e question. Ça concerne ton livre, Héloïse. Il y a d'ailleurs eu beaucoup de questions sur ce thème par rapport à ton livre. Tu dis que la radio ou la musique en fond, ça retarde le langage. La question, c'est est-ce que autant que la télé d'ailleurs? Au quotidien, c'est quand même difficile de tout couper, surtout quand on n'est pas un grand bavard. Comment est-ce qu'il faut s'y prendre ? C'est une grande question qui revient souvent. Oui. Les parents sont un peu étonnés de ce type d'analyse. Ouais. En fait, c'est vrai que la radio et la musique de fond, en fait, c'est tout ce qui est un fond sonore. Ce serait un brouhaha, c'est pareil en fait. En fait, ça peut nuire. Alors c'est toujours ça peut nuire. Hein, ça sera pas forcément le langage, mais ça peut nuire au développement langagier. Déjà pour différentes raisons. Déjà parce qu'en fait, l'enfant il a du mal à filtrer les stimuli qui lui viennent dans son oreille. Vous voyez, imaginons un enfant au milieu d'un salon où il y a une conversation entre adultes. Il y a son jouet qui fait du son terrible là. Les jeux de type DT qui font beaucoup de son. Et parallèlement, vous avez une musique en fond et je sais pas, de la télévision, je ne sais pas. Tous ces stimuli-là, auditifs, sonores, vont venir dans son oreille. Et lui, il a vraiment du mal à filtrer. Nous, on filtre spontanément, automatiquement. Lui, il a du mal à filtrer. Plus ils sont jeunes, plus ils ont du mal à filtrer. Et du coup, les paroles des adultes risquent d'être moins entendues, parce que moins filtrées, ou être entendues au même titre que, je sais pas, Jean-Pierre Foucault à la télé. Et du coup, en plus, donc non seulement ça sera moins entendu les paroles de l'adulte, mais en plus, ça va créer une forme de fatigabilité un peu sensorielle. Comme ils ont du mal à filtrer, tout leur vient. Des fois, c'est un peu des surcharges sensorielles pour eux. Et donc ça, c'est le premier point qui explique que ça peut du coup nuire au développement langagier, parce que plus moins l'enfant entend bien l'adulte, moins il parlera bien lui-même. Et aussi, ce qu'on a pu voir dans les recherches, c'est que l'adulte, et ça, on le fait tous, on ne m'en rend pas compte, mais on le fait tous, quand il y a un fond sonore, quand il y a une musique en fond sonore, ou quand il y a une télé en fond sonore, nous-mêmes, on va moins produire de verbalisation vers l'enfant. Non seulement on en produira en moins grande quantité, mais aussi en moins grande qualité. C'est-à-dire qu'on fera moins d'efforts pour lui parler, on va moins articuler, on va moins choisir les mots, on fera moins d'efforts au niveau qualitatif et quantitatif. Donc ça aussi, ça va forcément nuire au développement langagier, parce que plus l'enfant entend, plus l'enfant il parle avec l'adulte, plus il parlera. C'est quelque chose de très acquis aujourd'hui. Et en plus, alors ça, ce qui est embêtant aussi, c'est que ça c'est au-delà, mais une écoute en fond sonore tout le temps, en permanence, ça peut aussi entraver la capacité de l'enfant à être seul, en fait, à jouer seul, à imaginer seul, à faire des choses tout seul, parce qu'en fait, en permanence, il y aura une simulation de présence, à savoir un son. Mais après, c'est vrai que c'est intéressant parce que la parent dit au quotidien, c'est quand même difficile de tout couper, surtout quand t'es pas un grand bavard. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens d'entre nous, tu vois, dès qu'on arrive dans notre voiture, ou dès qu'on est seul, ou dès qu'on arrive à la maison, on va allumer la télé, ou la radio, ou tu vois, une simple chanson. En fait, ça simule une présence et ça nous fait du bien, parce que être seul, vraiment seul, pour nous, ça peut être source d'anxiété. Donc, je pense que c'est déjà. Alors, la principale solution serait déjà réapprendre à être seul soi-même, en fait. C'est-à-dire, moi, c'est les efforts que je fais, depuis que j'ai ma fille, je mets plus de fond sonore du tout. Alors, ça fait 4 ans, du coup, j'ai réappris à être seule. Et en fait, il faut réapprendre à être seule et à être dans le silence. Et ça, c'est vraiment l'apprentissage, déjà, d'adulte. Et dans le silence, du coup, accueillir ses pensées, tu vois, ne pas avoir peur de ce silence-là, de cette solitude-là. Et c'est un entraînement, du coup. Et surtout, ce qui est important, c'est vraiment de couper la musique ou le fond sonore quand l'enfant joue, quand l'enfant parle ou quand il est en pleine période de création. Le reste, c'est moins embêtant. Ça peut créer la fatigabilité sensorielle, mais c'est moins embêtant. Mais surtout quand il parle ou quand il joue ou quand il crée, il faut vraiment laisser avec un fond sonore le plus neutre possible. Et dernier point, pour rebondir sur ce que disait la maman ou le papa qui a écrit je crois que c'est Adrien, ça doit être un homme. La télévision, effectivement, elle est bien pire. Hein. La télévision est bien pire que la musique de fond ou la radio, parce que là, il y a une image en plus qui va surstimuler l'enfant. C'est une vraie bombe sensorielle, la télévision. Donc la télévision, c'est le pire du pire de tout. Mais même quand l'enfant regarde pas la télévision, même quand il joue avec le dos à la télévision, ça nuit tout de même à son langage. Et aussi à son attention et à sa créativité, mais c'est encore d'autres champs là. Mais en revanche, tu peux dédier une plage, je sais pas, pendant 1 heure, on écoute de la musique, on danse, on chante. Et ouais, complètement. Mais c'est un temps de musique, en fait. C'est un temps dédié à la musique. C'est vrai que c'est très différent, ces cas-là. C'est pas du fond sonore. C'est le fond sonore qui est toxique, en fait.
Ok. Mais donc, quand vous écoutez les podcasts, écoutez-les quand vos enfants font la sieste. Exactement. On continue d'écouter les podcasts. Ce n'est pas toxique le fond sonore narcissique, mais non. on le fait autrement en tout cas. Alors, 4e question. Comment lâcher prise en tant que parent avec toutes les normes qui encadrent les enfants, le nombre d'heures de sommeil, la quantité de lait, puis le repas solide, l'avancement dans la motricité. C'est vrai qu'il y a tout un langage très spécifique autour de la petite enfance et on a l'impression qu'on doit rentrer dans des cases. C'est dur, hein. C'est dur d'être jeune parent. Je me dis, quand je voyais la question, effectivement, je me dis que c'est vraiment dur d'être jeune parent. Alors là, c'est une excellente question, vraiment excellente question. Moi-même, j'ai du mal à lâcher prise, voyez, en tant que psy et jeune maman. Alors, j'aurais pas de réponse à apporter. Si c'était peut-être une première piste que j'ai fait moi-même d'ailleurs en tant que psychologue, c'est de désactiver toutes les applications, de débrancher un peu son cerveau, de débrancher le côté rationnel quand on a un jeune enfant. Ça peut vraiment aider, je pense, pour lâcher prise. Et alors, si les parents ont l'habitude d'avoir des applications qui apportent des news sur le développement de l'enfant, surtout désactiver-les toutes, même les enlever du portable complètement. Et surtout, celles qui te disent... C'est oui. celles qui te disent toutes les semaines, votre enfant devrait avoir acquis ça, ou tous les mois, c'est ça? Il y a ça en fait. T'as une notification, ce qui est terrible, tu vois. Imagine ton enfant, je sais pas, il a 3 mois, il prend pas, il est pas à la norme de 3 mois. T'as une notification qui te montre que ton enfant déjà est hors norme, donc ça fait un petit peu peur. Alors s'il a de l'avance, ça va, tu passeras une bonne soirée. Mais s'il a pas forcément de l'avance, tu passeras une mauvaise soirée et c'est hyper anxiogène pour les parents. C'est une très mauvaise idée cette application. Et aussi les forums, il faut arrêter les forums. Et les forums Doctissimo, il faut vraiment arrêter d'y aller en fait. Il faut vraiment être beaucoup plus cool au quotidien. Je dis ça, mais j'arrive pas moi-même, mais je le dis pour les autres. Mais en tout cas, après, ce qui est intéressant, c'est que cette anxiété là du parent par rapport au développement de l'enfant, par rapport à toutes ces normes, elle relève d'une anxiété parentale qui est juste normale, que tous les parents vivent à différents degrés. Enfin, je connais pas un parent qui n'est pas du tout inquiet ou anxieux ou qui a pas une source d'anxiété par rapport à son enfant. Ça n'existe pas. Et on passe tous notre temps, nous parents, à comparer nos enfants. C'est normal. Soit c'est pour se valoriser, soit c'est pour se rassurer. Mais en tous les cas, c'est normal. Et on le fait tous. Vraiment, on le fait tous. Je connais pas un parent qui le fait pas. Et celui qui le fait pas, c'est qu'il a pas d'enfant, c'est qu'il a un chat. Donc lui, il est vraiment à côté, il a de la chance. C'est peut-être ça la solution là. Peut-être pas avoir d'enfant. Mais voilà, on va tout ça pour dire qu'en fait, il faut vraiment faire confiance à son ressenti. Idéalement, il faut vraiment essayer d'accueillir le développement de l'enfant comme il vient, sans essayer de comparer, sans essayer, hein, et en débloquant toutes ces applications. Et si vraiment, par contre, il y a une inquiétude qui est là entre les deux parents et qui persiste malgré le temps, c'est intéressant dans ce cas d'aller voir un expert, mais le bon praticien. Pas forcément le pédiatre, parce qu'il n'est pas forcément calé dans tous les domaines. Vraiment le bon praticien qui vous mettra les bons mots au bon moment. Parce qu'il y a aussi la prévention qui est intéressante. Mais sinon, on se laisse aller et on n'écoute pas tous les conseils des autres. Je pense. sauf les nôtres, Clémentine, mais pas la famille. C'est terrible. Non, mais c'est vrai qu'il y a aussi la dimension des réseaux sociaux, tu vois, il n'y a pas que les forums. C'est vrai que quand Mais oui. Tu sais, je pense qu'on a tous tendance à suivre d'autres mamans au moment où on tombe enceinte ou pour se dire, elle va avoir un bébé à peu près du même âge. Et puis, oui. Au final, quand ça arrive, on se dit, ah oui, ok, mais là, son bébé, il fait ça, pourquoi le mien, non? Ça, c'est vrai que quand c'est notre premier bébé, c'est dur. Hein. Ah non, c'est dur. Faire la part des choses. Le deuxième, c'est plus simple, parce que je dis, bon, le premier, c'est bien développé, ça devrait bien se passer pour le deuxième. Mais c'est vrai que le premier enfant, c'est très difficile. Mais le deuxième, tu compares par rapport à ton premier, non? Oui, exactement, c'est ça. Mais j'en me souviens, moi j'avais ma petite fille et 3 semaines avant, il y avait ma nièce qui avait une fille aussi. Et je me souviens que sa fille avait marché bien avant la mienne. Et quand j'ai appris qu'elle avait marché, je me suis dit, mais elle marche pas la mienne, mais comment ça se fait? Et du coup, je commencé à m'inquiéter. Pourtant, je suis psychologue, donc je connais parfaitement le développement de l'enfant. Mais pour autant, le côté émotionnel, elle est repris dessus. Et ça m'a fait inquiéter. C'est bizarre, hein? Et on le fait tous, ça. On est tous confrontés à ce type d'expérience. C'est normal. Tant mieux, c'est normal. Alors, question 5. Ma fille, Héloïse, elle a un très beau prénom, disons. Oui, excellent. De 2 ans et demi, traverse aussi de grandes tempêtes émotionnelles. Je me suis beaucoup renseignée pour accepter ces tempêtes et l'accompagner. Mais finalement, avec son père, nous nous rendons compte que nous devons hausser le ton régulièrement, sans quoi la situation dégénère. D'ailleurs, son père hausse plus souvent le ton que moi. Il a désormais plus d'autorité que moi. Je lis ci-dessus que beaucoup
de parents rencontrent ce problème, auriez-vous des conseils concrets ? Par exemple, on est au parc, il faut partir, que dire ? On doit sortir, mettre le manteau, les chaussures, comment faire pour ne pas essuyer sans arrêt un non ? Et, petite précision, le bébé numéro 2 arrive dans un mois. Ah, c'est la petite cerise sur le gâteau. Déjà, bienvenue au club, les enfants qui sont en explosion émotionnelle, malheureusement ça concerne tous les enfants, ou heureusement. Alors ça c'est un point qu'on avait, alors je sais pas si tu, Clémentine, mais c'est un point qui avait été déjà abordé dans les précédents podcasts, mais qui revient très souvent. C'est vrai que du coup on a repris cette question-là. Elle revient tellement souvent en fait que on sent vraiment que c'est une problématique qui est très importante pour tous les parents. Alors déjà, je pense que c'est intéressant de ne pas craindre que l'enfant se mette en colère. C'est vrai que nous, parents, je dis nous parce que je m'inclus la jeune parent, mais quand un enfant se met en colère, souvent beaucoup de parents se disent ah mince, on essaie d'éviter en fait ce moment de ce pic de colère parce qu'en fait chacun il laisse ses plumes, l'enfant est mal, le parent est mal, on se sent tous impuissants, on se sent tous nuls, c'est très compliqué. Mais à la base la colère c'est vraiment positif, c'est ça que j'avais déjà dit dans le précédent podcast il me semble, mais vraiment le rappeler, la colère d'un enfant c'est vraiment positif. Pourquoi ? Parce que déjà quand un enfant se met en colère, bon, ok, au supermarché, c'est pas positif du tout parce que vous met très mal, mais disons à la maison ou au parc quand il y a personne, si on est en petit comité, c'est positif puisqu'en fait, sur le moment, quand l'enfant se met en colère, ça va lui permettre de relâcher toutes ses tensions dans son corps et dans sa tête. Et un enfant qui a bien vécu sa colère jusqu'au bout, il sera beaucoup plus détendu après la colère, vraiment, c'est sûr, que avant la colère. Et si jamais on arrête l'enfant en cours de colère, il peut pas descendre tout en bas de la montagne. Il restera tout en haut à un niveau de cortisol un petit peu important, ce qui fait qu'il fera des colères juste après. Il sera irritable. Donc à la base, c'est positif qu'en fait, l'enfant vraiment relâche ses tensions. Il faut voir ça comme une forme de décharge. Et en plus, c'est vraiment un excellent moyen, sur le moment, de recréer du lien avec son enfant, justement, de lui montrer qu'il peut vraiment compter sur nous, même en pleine tempête, même si le navire coule, même si c'est un feu d'artifice, même si c'est en plein chaos émotionnel, il peut vraiment compter sur nous. Et là, on est là pour accueillir cette colère-là, et pas pour l'arrêter en plein champ. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que quand la manière dont on va réagir à cette colère-là, imaginons qu'on réagit de manière positive, parce que quand un enfant est sous colère, du coup, son cerveau il est sous cortisol, ça explose dans tous les sens, son savoir qui prend la relève, du coup là il gère des comportements hyper impulsifs, hyper imprévisibles, enfin il court, il se tape, il fait mal, il peut insulter le parent. Donc là son cerveau est sous cortisol, et si on apporte l'antidote du cortisol à ce moment-là, à savoir l'ocytocine, donc par un rapport chaleureux avec l'enfant, on le prend dans les bras, on le touche, on fait du pot contre la peau de l'enfant, on lui parle, on est vraiment détendu, on l'accueille, ça va faire maturer son petit cerveau et ça va développer aussi son intelligence et sa régulation émotionnelle. Donc c'est aussi un excellent moyen en fait de développer l'intelligence émotionnelle de l'enfant. Donc la colère est une bonne occasion pour beaucoup de choses du coup. Et pour mettre des mots sur ses émotions et aussi des mots pour la vôtre. Et c'est vrai que on disait beaucoup avant, la frustration fait grandir. Laissons-les être en colère tout seuls et puis laissons-les gérer leurs affaires. Maintenant, en fait, on sait que la frustration, elle fait grandir un enfant que si vraiment on l'accompagne avec empathie et tendresse et si on profite de ces moments-là pour recréer du lien avec l'enfant, justement. Et puis, par rapport à la question, au parc, qu'est-ce qu'il faut dire quand on doit partir, les manteaux, les chaussures, tous ces moments-là, en fait, qui vont générer une frustration chez l'enfant et qui va être source éventuelle de colère, il faut se rendre à l'évidence que il est impossible, en fait, dans la vie d'un enfant, d'éviter toute frustration. C'est impossible. On peut pas. C'est évident que si on avait la solution, on serait déjà tous parents complètement non épuisés et non frustrés. Mais en fait, il y a des choses qui existent pour baisser le degré de frustration de l'enfant. Par exemple, on peut donner des choix, on peut le rendre acteur le plus possible, on peut dire voilà, tu veux quelles chaussures pour sortir, etc. Mais ce sera que des petits outils, mais on n'empêchera pas la frustration. Et en plus, quand un enfant, pour le parc, là, il faut partir, imaginons, il est 18h, le parc ferme, l'enfant a une hypoglycémie, il a bien joué, mais voilà, il a une hypoglycémie, il a la fatigue de la journée dans les pattes, c'est sûr qu'à ce moment-là, il va exploser. Parce qu'en fait, il y a un trop plein de cortisol, un trop plein de tension qu'il faut qu'il décharge à ce moment-là. Et malheureusement, ça tombe au parc. Mais c'est un peu évident que ça va tomber à ce moment-là. Donc, il y a vraiment de moyens d'éviter toute frustration, mais on peut accompagner en fonction du moment de la journée. Et anticiper, quoi. Genre donner une barre de céréales, je sais pas, à 16h30 pour être sûr qu'il est bien mangé et anticiper un petit peu la faim. Mais l'hypoglycémie fera qu'il sera beaucoup plus intolérant à la frustration aussi, dans tous les cas. Et là, dans la question de cette personne, elle parle aussi, tu vois, avec son conjoint, qu'il y en a un qui a plus d'autorité, qu'il hausse le ton. Il y a quoi comme enjeu là-dedans ?
Alors effectivement, c'est vrai qu'on pense qu'on a tendance à donner plus d'autorité. Enfin, nous, on pense adulte qu'il y a plus d'autorité pour la personne qui hausse le ton. Alors c'est vrai qu'il y a des parents en fait qui, et c'est vrai qu'on beaucoup, hein, d'ailleurs c'est assez naturel, mais quand un enfant se met en colère, l'adulte en face étant lui-même soumis à un taux de cortisol important, quand ça peut stresser, il va monter le ton, il peut crier. En fait, l'adulte des fois peut se décharger sur l'enfant parce que tellement c'est un trop plein de stress pour lui. Et on voit en fait que quand l'adulte en face hausse le ton, dans la dyade adulte-enfant, ça crée un niveau de stress qui augmente encore plus. Le cerveau de l'enfant est encore plus sous cortisol. Et effectivement, des fois, il s'arrête complètement d'agir. Mais non pas parce qu'il a compris que l'action qu'il est en train de commettre était inadaptée, mais parce qu'en fait, il est complètement, des fois, sidéré. Et les enfants ont peur des adultes qui crient. Bien souvent, les enfants ont peur des adultes qui crient. Et plus ils sont jeunes, plus ils sont sidérés. Donc du coup, c'est pas vraiment une forme d'autorité, c'est juste que quand on crie sur un enfant, effectivement, il s'arrête, mais parce qu'il a peur et parce qu'il est figé. Son cerveau se fige, donc il n'y a plus vraiment de compréhension, il n'y a plus du tout de compréhension. Du coup, c'est une forme d'autorité qui est un peu, on va dire, superficielle. Mais, enfin, tu vois ce que je veux dire, mais du coup, ça résout pas le problème. Ça calme le problème sur le moment, mais ça résout pas le problème de l'enfant. Au contraire. Et moi, je veux dire que d'ailleurs, en écoutant le question-réponse précédent, que j'écoute comme si j'étais une auditrice lambda d'ailleurs, ça m'a bien aidé cette explication que tu as longuement donnée. J'invite vraiment à réécouter le premier épisode si vous avez encore des questions sur ça. Parce que par exemple, ma fille a 2 ans et demi aussi, et j'ai compris qu'en la laissant aller sur sa tristesse, colère, crise émotionnelle, en l'accompagnant et en lui expliquant que elle a le droit et que c'est pas pour ça qu'elle aura un gâteau. Oui, c'est ça, ouais. mais qu'elle a le droit d'être en colère. Et en fait, je l'ai fait plusieurs fois et vraiment comme tu le recommandes, et ça a diminué le temps des crises. En fait, oui, je me suis rendu d'accord. compte. Et la fréquence aussi ou pas? Pas forcément. Bon, là, vu le contexte, non. Oui, d'accord, j'imagine. Mais ça a diminué le fait qu'elle comprend tout de suite qu'elle n'aura pas le gâteau ou peu importe, mais qu'elle a le droit de décharger son émotion et que je suis là et que quand elle est prête, on fait un câlin. Et c'était incroyable la façon dont elle a mieux géré elle-même, en fait. Juste le fait que je lui ai laissé la porte ouverte pour dire « t'as le droit, t'es en train d'apprendre et tu connais pas les règles et je t'explique les règles ». C'est marrant, hein. Avant, ça pouvait durer longtemps. Peut-être que toi aussi, t'étais peut-être plus détendue, en fait. Et du coup, j'étais plus sûre de moi. Non, j'étais plus sûre de moi. Parce Ouais. que j'avais bien compris ce que tu avais expliqué dans le mécanisme. Et je savais que ça a été... Il n'y avait rien de grave déjà. Oui, déjà. Et qu'elle était en train de réguler son taux de cortisol. Donc, ça lui faisait du bien, finalement. Et que j'avais juste à être là pour l'accompagner. Et franchement... Ouais, c'était incroyable la différence. Donc j'encourage les parents à réécouter. Je vous jure, c'est hyper efficace. Mais oui, c'est vrai. En plus, ils sont beaucoup plus cool après. Moi, j'aime bien quand ma fille est en colère parce que du coup, je me dis qu'après, elle va être adorable, quoi. Mais tu sais, c'est ça, et c'est exactement la phrase que tu as dite dans le premier épisode. Et ça m'a marqué cette phrase de me dire, j'adore quand elle est en colère parce que je peux me reconnecter à elle. Et je l'ai gardée, tu vois, c'est comme un mantra. Je l'ai gardée dans ma tête. Et je trouvais que c'est très efficace. Donc pour les parents, on ne sait jamais si mon petit niveau ça peut vous aider. Réécoutez, ça peut. Tentez et vous nous ferez votre retour. Ouais. Allez, 6e question. Question pas 100% en lien direct avec les bébés, mais je sais que c'est une question qui se pose pour beaucoup de parents. Quel dialogue... Ouais, voilà, ça dépend dans les familles dans lesquelles on est, mais quel dialogue avoir avec des familles qui ne comprennent pas toujours nos façons de faire avec nos tout-petits? J'ai beau être très convaincue par ce que je décide de mettre en place, je ne trouve pas toujours les mots pour l'expliquer car je me braque face au jugement de ma famille. Et oui, c'est hyper compliqué. Bienvenue au club. Et oui, alors là, c'est marrant parce que cette question, elle me tenait vraiment à cœur, mais alors pareil, j'ai pas vraiment de réponse à apporter, mais déjà, juste rassurez-vous, ça arrive à énormément de familles. Et oui, on a beau être... C'est fou, parce que la dernière fois, j'en parlais avec une amie qui est chercheuse au CNRS, qui étudie pendant 40 ans le bébé. Enfin, 40 ans au CNRS, c'est quand même beaucoup. Et quand elle est dans sa famille et qu'elle parle du bébé, elle est sans arrêt contredite par les gens qui n'ont pas d'expertise dans la matière. Donc, ce qui est intéressant, c'est que même quand on a une expertise, qu'on est spécialiste de la question, même quand on connaît parfaitement la question, ça ne résout strictement rien. On a toujours les mêmes problèmes. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que je pense que la parentalité et l'éducation, c'est partie des thèmes dans notre culture qui déchaînent littéralement les repas de famille. Enfin, c'est au même titre que la religion. Je sais pas, la politique, c'est des thèmes qui sont extrêmement lourds et où chacun a son point de vue et chacun, ce qui est intéressant, pense avoir raison. C'est ça qui est intéressant. C'est que même si on connaît rien à l'enfant,
même si on n'a jamais eu d'enfant, on va penser que notre point de vue est légitime. C'est très intéressant psychologiquement parlant, mais c'est vraiment une réalité. Et il faut savoir qu'il y a plusieurs quand même types d'éducation qui existent. C'est l'autoritariste, il y a la démocratique, ce qu'on appelle l'éducation positive, il y a plus la permissive, l'éducation qui est plus désengagée. Donc chacun, de par son éducation qu'il a vécue, on va avoir son point de vue sur la question, même s'il n'y connaît rien, même s'il n'a lui-même pas d'enfant. Et dans tous les cas, c'est vrai qu'on voit quand on étudie la famille à travers le monde, de manière anthropologique, il existe plein de manières d'éduquer un enfant. Il existe plein de manières d'être un bon parent, vraiment. Et même si c'est quand même mieux de prendre l'enfant dans les bras quand il est en colère plutôt que de lui hurler dessus ou le frapper, bien évidemment, il y a quand même des grands chemins à suivre, mais pour autant, il y a vraiment beaucoup de manières d'être bien avec son enfant et je pense que c'est vraiment un point sur lequel on ne sera jamais d'accord. Et quand je fais des formations avec des professionnels de la petite enfance ou des conférences avec les parents, je suis sûre que chaque parent dans la pièce ont un avis différent que leurs voisins sur la question. Même pour ceux qui sont dans le courant de la pédagogie positive, de la parentalité positive, on a là même des choses qui sont différentes et on ne sera jamais d'accord entièrement en fait. C'est ça qui est merveilleux. Après du coup le mieux, le conseil, c'est de ne rien dire. Du coup, de ne rien dire en repas de famille sur soi. Genre si on fait du cododo, ne jamais en parler à personne, ni au pédiatre d'ailleurs. L'allaitement au-delà de 6 mois, n'en parler à personne non plus, parce que ça va en prendre plein la tête. Et du coup, parler plutôt de la météo ou du coronavirus en repas de famille. C'est un bon thème qui réunit tout le monde, ça. Ouais, mais c'est triste en fait, en vrai. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas essayer d'échanger sur des sujets qui te portent, parce qu'en plus, tu sais très bien que quand on vient d'être jeune parent, on est quand même focalisé quasi à 100% sur ce thème, donc on a envie d'en parler. Mais c'est ça, oui, le problème. Mais le problème, c'est que souvent on regrette en fait. Enfin, ça dépend avec qui, mais souvent on peut regretter, oui. D'avoir osé en parler, c'est ça que tu veux dire? Oui, d'avoir osé en parler, oui, tout à fait. Oui. Après, tout dépend. Vous savez, dans une assemblée, dans un repas de famille, dans une assemblée où il y a différents interlocuteurs, il y en a forcément un ou deux qui ne sera pas d'accord avec ce que tu fais, en fait. La probabilité est importante. Donc, c'est vrai que du coup, moi, je dirais que je commence à éviter d'en parler, c'est trop compliqué. Même quand on a raison. Enfin, tu vois. Donc, t'as pas d'astuce pour, par exemple, juste aussi pour que la maman, elle arrive à ne pas se braquer face au jugement. T'as pas une astuce pour qu'elle... Bah, c'est vrai que moi, je serais à la base, d'éviter le sujet, mais après, braquer par rapport au jugement, c'est que c'est tellement personnel, ça dépend tellement, en fait, de la tolérance à la frustration de chaque personne, de l'histoire de chaque personne, de la relation entre les deux personnes en question. S'affranchir du regard des autres, je pense que ça serait compliqué, en fait. J'ai pas de solution toute faite. Chacun fait un peu ce qu'il peut. Mais après, c'est avoir confiance en soi, mais pareil, c'est un conseil qui est trop porte ouverte et qui est tellement difficile à mettre en place au quotidien. Je sais pas. C'est vrai que j'avoue que c'est très compliqué, en fait, cette question. Et elle revient beaucoup, en plus. Vraiment, le mieux, c'est de parler de météo ou du coronavirus en pas de famille. Et on évite les sujets trop touchy, comme ça. Allez, question 7. Mon fils a 15 mois et demi. Depuis environ 1 mois, il se réveille toutes les nuits en pleurant pour réclamer les bras et notre présence. Il n'a pas faim, il n'est pas malade actuellement. Il demande aussi beaucoup les bras dans la journée. Les moments de séparation chez la nounou ou autres sont difficiles, même dès que je quitte la pièce. Il n'y a pas eu de changement particulier dans notre vie. Nous nous levons plusieurs fois par nuit et parfois l'un de nous capitule et dort avec lui. Il garde tout de même un sommeil agité avec plusieurs réveils. Que faire? Ah ouais, déjà bon courage, je sais que les nuits doivent être très très compliquées. C'est que quand on dort pas en tant qu'adulte la nuit, on est épuisé le lendemain, on est irritable, c'est compliqué. Alors ce qui est intéressant toujours de rappeler par rapport au sommeil, c'est que la qualité du sommeil d'un enfant la nuit peut vraiment, généralement est un indicateur de ce qu'il vit en journée. C'est-à-dire que la nuit d'un enfant s'analyse systématiquement au regard de sa journée. Et en fait, l'enfant, alors, là il a 15 mois, c'est ça, c'est un petit garçon de 15 mois? Oui. Ouais, ça fait 1 mois qu'il se réveille. En fait, on sait que l'enfant, le jeune enfant, enfin, le très jeune enfant, là, avant 3 ans c'est le cas, il enchaîne sans arrêt des phases de développement, des acquisitions, des découvertes qui vont venir forcément influencer son sommeil. Et de manière générale, quand un enfant a des difficultés de sommeil, c'est difficile de trouver l'origine. Mais quand on voit que c'est une phase qui arrive soudainement, par expérience, quand soudainement l'enfant a du mal à dormir la nuit, ce qui est bien, et ce que je remarque vraiment systématiquement, c'est que cette phase, elle se termine aussi soudainement. C'est-à-dire que ça arrive très vite, mais ça part aussi après, un peu soudainement du jour au lendemain. Donc déjà, c'est qu'une phase. Dans tous les cas, c'est qu'une phase. Et c'est peut être lié à des acquisitions ou à ce qui vit la journée. Ça, c'est un point qui est important. Même si on ne sait pas pourquoi, c'est bien de prendre du recul en pensant à ça, en fait. Ça peut permettre de relativiser, de lâcher prise. Après, dans tous les cas, quand l'enfant a des problèmes de sommeil, il faut toujours systématiquement, on le fait en premier lieu,
les psychologues on le fait beaucoup, c'est investiguer la piste organique, somatique. On va avoir le pédiatre, être sûr qu'il n'y a pas de problématique sur le plan physiologique. Est-ce qu'il y a des douleurs en ce moment passagères? Est-ce que, je sais pas, quelque chose qui pourrait expliquer sur le plan organique qu'il y ait des difficultés de sommeil? Ça, c'est un premier point vraiment important. Et si on voit que la piste organique, voilà, il n'y a rien de spécial qui pourrait expliquer ça, on passe après à la piste psychologique, à l'acquisition en cours. Mais ce qui est intéressant, c'est que, quelle que soit l'origine de cette difficulté de sommeil la nuit, ça se trouve, on ne saura jamais, ça se trouve, la maman va trouver une réponse, c'est que dans tous les cas, si l'enfant se réveille et qu'il réclame la présence du parent, dans tous les cas, il faut apporter cette présence-là, parce que la proximité la nuit peut vraiment le rassurer. Après, c'est intéressant puisque justement, alors dans sa question, la maman disait justement, ils ont capitulé. Alors attends, c'était où nous levons plusieurs fois par nuit et parfois l'un de nous capitule et dort avec lui. C'est beau, ça m'a ému ce mot capitule en fait. C'est ému parce qu'en fait, ça capitule comme si c'était une défaite, tu vois, comme si c'était quelque chose de pas adapté, de dormir avec lui. Alors peut-être que des fois il y a des enfants qui ont besoin d'une phase de cododo par exemple, ça peut faire du bien les enfants, dormir avec lui pendant 1 mois ou 2 ou 3, le temps qu'il en a besoin, et après l'enfant dans sa chambre quand il est plus prêt, quand il a cette phase un peu tendue et passée. Donc c'est vrai que le mot capituler est mignon parce qu'en fait on dirait que c'est quelque chose de mal, mais c'est pas grave, on peut dormir avec son enfant à 15 mois, c'est pas grave. 15 ans on évite parce que il y a d'autres aspirations, mais 15 mois on peut, et ça peut le rassurer pendant une période en fait. Donc si les 2 parents seraient ok, ça peut être une solution pour que tout le monde passe des meilleures nuits pendant un temps, jusqu'à ce que la situation se stabilise et que l'enfant rentre dans sa chambre. Il n'y a pas de mauvaise habitude, il y a juste des phases qui s'enchaînent les unes après les autres. Et en tous les cas, une phase finit toujours par se terminer. Oui, puis c'est ce qu'on avait vu aussi dans l'épisode du sommeil, c'est qu'il y a des régressions dans le sommeil. Je vous invite à écouter, donc ça peut aussi être un moment comme ça pour cet enfant. Oui, complètement. Des régressions dans le sommeil, dans les développements en général aussi. Enfin, dans le cycle, en permanence en fait. C'est ça. Et par exemple, si cet enfant à 15 mois et demi, il a été en train d'acquérir la marche, oui, ça pourrait avoir un lien, par exemple. Complètement, tout à fait. C'est un énorme bouleversement, la marche. Tradition verticale, l'exploration, complètement, oui. Il y a tellement de choses qui peuvent se passer à la tête d'un enfant à 15 mois, en fait, c'est tellement... Oui, on aurait la même situation avec un enfant de 15 ans, quoi de 15 ans dans sa adolescence, c'est encore pire, j'ai envie de dire. Mais avec un adulte de 30 ans, on pourrait se poser la question. Mais là, 15 mois, tout est tellement en scie, en pleine évolution, que c'est pas grave, ça finit toujours par passer. Mais bon, on peut accompagner ça. Et le cododo, c'est un bon accompagnement si on voit qu'il est inquiet la nuit, par exemple. Ok. Allez, question 8. Mon fils ira chez la nounou pour la première fois vers ses 10 mois. Tout le monde nous dit que c'est un très mauvais moment à cause de la fameuse angoisse de la séparation. Je ne sais pas quoi en penser. Est-ce un véritable problème? Y a-t-il des chances pour que ce soit bien plus compliqué qu'à 3 mois? Si oui, est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour faciliter l'adaptation? Eh oui. Ah, vous voyez, c'est intéressant, il ne faut pas écouter les gens en fait, ça. Tout le monde dit que c'est un très mauvais moment à cause de l'angoisse de la séparation. Comme quoi, il faut vraiment essayer de s'affranchir de la parole des autres. C'est pas évident, mais alors la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas d'angoisse de séparation. En fait, c'est dans mon livre, j'avais fait un chapitre. D'ailleurs, j'ai eu quelques commentaires, un peu révoltés de psychologues français qui n'est pas forcément au courant en fait, qu'on n'en parlait plus. Mais c'est que l'angoisse de séparation, sur un plan scientifique, aujourd'hui dans la recherche, on n'en parle plus beaucoup. Elle n'est plus d'actualité, disons. Donc déjà, il n'y a pas de vraie angoisse de séparation à 8 mois. Bon, après, je ne vais pas développer maintenant, c'est pas le moment, mais sachant en tout cas que voilà, cette phase des 8 mois où tout le monde pensait au début que c'était à 8 mois, être angoissé et pas pouvoir se séparer de son parent, non, c'est pas du tout un passage obligé. Et c'est plus l'actualité sur un plan scientifique. Par contre, c'est sûr que à 10 mois, parce que c'est il y a 10 mois l'enfant, il me semble. Ouais, à 10 mois, un enfant aura plus de mal à faire confiance à des inconnus qu'à 3 mois. Ça, c'est sûr. Il est moins dupe à 10 mois qu'à 3 mois. Parce qu'en fait, à 10 mois, la grande différence, c'est qu'il a déjà établi des figures d'attachement primaires. Ses parents, la plupart du temps. Donc, effectivement, il va être moins dupe en termes de relations. Il a plus de capacité à distinguer les relations et à voir qui répond à ses besoins. Donc, les personnes inconnues, chez des enfants, ça peut susciter une forme d'appréhension, et chez d'autres, au contraire, une nouveauté. Mais en tout cas, c'est sûr qu'il sera moins dupe, il fera moins confiance. Ça, c'est normal. Mais pour autant, pas de panique. Enfin, vraiment, pas de panique. Déjà, super, 10 mois. Je serais beaucoup mieux. C'est une bonne chose de confier son enfant à 10 mois plutôt qu'à 2 mois et demi. En soi, plus il passe de temps avec son parent, mieux c'est aussi. Donc déjà, c'est une bonne chose d'avoir attendu jusqu'à 10 mois, d'avoir pu permettre à l'enfant d'attendre jusqu'à 10 mois.
Et en plus, l'option nounou, c'est nounou, c'est pas une crèche, donc ça c'est pas mal aussi parce que du coup, comme on confie son enfant à une nounou, elle sera bien plus en mesure de répondre à ses besoins de manière individuelle. En crèche collective, un enfant sera forcément beaucoup plus mis sur le côté, parce qu'une personne est là pour 5 enfants, que chez une nounou où c'est un mode d'accueil individuel. Donc l'option 10 mois et l'option nounou, c'est vraiment aussi un très bon combo. Après, pour que l'adaptation se passe au mieux, déjà, ce que j'ai remarqué chez les parents, pour avoir été beaucoup en crèche collective et aussi en crèche familiale, en connaissance maternelle, c'est que plus le parent, et ça vraiment je le vois tout le temps, mais plus le parent est détendu quant au fait de se séparer de son enfant, plus la situation elle est détendue aussi, elle est cool pour l'enfant. Vraiment, c'est quelque chose qu'on voit très très souvent. C'est bateau de dire ça, mais c'est vraiment vrai. Et le mieux, c'est vraiment de vous détendre au maximum et d'accueillir la situation comme elle vient. Et ne vous dites pas que l'enfant va mal le vivre, hein, parce que sinon il y aura plus de chances de mal le vivre. C'est un peu la prophétie qui s'autoréalise. C'est-à-dire qu'on enlève toute cette idée d'angoisse du 8e mois, de séparation qui n'existe pas, et on reste vraiment dans une dynamique d'accueillir l'enfant et son comportement le plus naturellement possible, pour optimiser ses chances que ça se passe bien, et aussi pour que ça se passe bien au niveau de l'adaptation. Ce qui est intéressant de voir avec la nounou, c'est une adaptation sur la base des rituels, c'est-à-dire que souvent ce que peuvent faire certains professionnels de la petite enfance, que ce soit les nounous, l'assistance maternelle ou en crèche, des fois en fait ils font une adaptation sur une semaine, donc ça c'est très bien, hein, pour que l'enfant découvre le lieu, pour que le parent découvre le lieu, etc. Mais souvent ils font par exemple le lundi on va faire 9h 11h, le mardi on va faire un déjeuner, on va faire 11h 13h, tiens le mercredi on va faire un petit peu de sieste. En fait il y a un peu comme un panel de tout ce qui sera offert à l'enfant. C'est souvent ce qu'on fait comme ça d'adaptation en France, et en fait c'est une très mauvaise idée, c'est un peu sur une mauvaise connaissance de l'enfant. En fait, c'est un peu comme au Club Med, on va dire voilà, tu auras un petit peu de gym de coaching le matin, lundi matin, mardi tu iras au buffet, mercredi tu vas tester un peu le jacuzzi. En fait non, en fait chez l'enfant il faut un maximum de rituels et de redondance pour que son cerveau puisse anticiper l'action qui va arriver juste après. Et en fait, ce qui est intéressant de faire, vraiment, c'est de voir ça avec la nounou, c'est que l'enfant, dès le début de l'adaptation, dès le premier jour, dès le J1, c'est d'arriver tous les jours à la même heure, que son enfant soit posé sur le même tapis, en présence des mêmes jouets, avec la même personne, avec le même climat, la même musique, c'est la musique, une musique de fond, mais c'est une musique, toujours la même musique. Il faut avoir un maximum de repères pour que l'enfant puisse justement anticiper la suivante. Et on sait en fait que chez les jeunes enfants, au bout de 3 stimuli connus, donc au bout de 3 situations identiques, il va être en mesure d'anticiper la 4e situation. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir au moins 3 jours de suite la même situation. 4e jour, l'enfant se dira « Ah bah tiens, je retrouve, c'est le même horaire, je sens que c'est le même enchaînement d'actions, il y a le même jouet, même tapis, même personne », ça va vraiment le rassurer. Et plus l'enfant peut anticiper, plus il sera rassuré, plus ça se passera bien pour tout le monde. Vraiment faire une adaptation avec un maximum de rituels et de redondance, et pas un panel pour chaque semaine. Je sais pas si je suis claire, tu vois ce que je veux dire ou pas? Si, non, c'est hyper intéressant parce que du coup, c'est pas que le fait des 10 mois, c'est pour toutes les adaptations. Pour tout le monde. Ah ouais. Pour tout le monde. Complètement. Et finalement, l'enjeu dans le fait qu'on laisse nos enfants et l'adaptation, l'angoisse, elle vient surtout de nous. Enfin, moi, personnellement. Oui, complètement. Parce que j'avais pas du tout envie de la laisser, mais voilà, il y a un moment, parfois, on n'a juste pas le choix, et c'est comme ça. Et j'imagine que quand on est à l'aise dans le timing, il y a une angoisse qui est beaucoup moindre. Oui, complètement. En plus, vraiment, oui. Ça, il faut prendre vraiment une bonne semaine pour soi où on ne travaille pas. C'est que souvent, alors, des parents peuvent essayer pas le faire dans le rush. Oui, il faut pas être dans le rush, c'est ça. Il faut avoir du télétravail à faire à 11h, donc on se dit on va clôturer plus rapidement l'adaptation, donc il faut vraiment être large au niveau du temps aussi, complètement. D'accord. Alors, question 9. Comment expliquer que mon fils de 14 mois est beaucoup plus sensible avec moi, sa maman, qu'avec son père? Il crie ou pleure plus facilement et réclame beaucoup plus mes bras. Que faire? C'est assez déstabilisant. Est-ce une phase? Cette différence est-elle classique? Merci pour tout. Alors, en fait, c'est une question qui est revenue aussi assez régulièrement. C'est-à-dire qu'il me semble qu'on avait traité une thématique un peu similaire d'un podcast précédent, je ne sais plus trop. Alors, c'est vrai que c'est bien de reprendre cette question pour vraiment rassurer les parents. Alors, c'est une bonne chose, en fait, que l'enfant soit plus sensible en présence de la maman. C'est pas grave, en fait. C'est juste que nous, les mammifères, on a tendance à relâcher nos tensions en présence de nos figures d'attachement. Et plus on aura un degré de confiance avec la personne qui est en face de nous,
un degré de relation fort avec la personne qui est en face de nous, et plus on va se permettre, s'octroyer naturellement, instinctivement, cette capacité à relâcher nos tensions. Donc c'est pas parce que des fois des belles-mères, les beaux-pères peuvent dire ah là mais c'est un manque d'autorité, il est plus en colère ou il est plus accroché à toi parce que tu manques d'autorité. Non, c'est vraiment une marque de confiance, une marque d'affection justement très importante, cette colère en présence d'un parent plutôt que l'autre. Donc, en fait, peut-être que ce parent-là, cette maman, peut-être qu'elle a plus su répondre aux besoins de l'enfant que le papa pendant un laps de temps. Mais c'est tout à fait normal. C'est complètement. Il y a toujours un parent des deux qui prend plus cette phase, cette colère de l'enfant pour lui. Vous voyez, vous-même, la maman, mais elle sera peut-être plus émotive aussi et colérique avec son conjoint, par exemple, qu'avec l'un de ses collègues ou avec son banquier. C'est normal. On est toujours plus dans l'émotion et plus dans la proximité, le besoin de proximité avec la personne avec qui avec qui on a créé un lien d'attachement plus fort, tout simplement. Et ce n'est pas parce que c'est pas parce qu'on a un enfant qui est plus dur à vivre avec nous qu'on manque d'autorité ou de cadre, hein. Pas du tout. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi cet exemple, je sais pas si on avait parlé de ça, mais c'est un exemple qui me marque toujours. Mais vous imaginez votre conjoint et la journée, il parle normalement, tout ça, de manière un peu spontanée, et d'un coup il y a le téléphone qui sonne et il y a la manière dont il va répondre au téléphone, on va savoir avec qui il est en relation. Et souvent, par exemple, parce que c'est sa mère qui appelle, c'est ce que beaucoup de femmes me disent, et d'un coup, il peut avoir un ton mielleux quand il parle à sa mère, et d'un coup, il va descendre après subitement un ton beaucoup plus classique et un peu dur quand il vous parle à vous. Ça, c'est une marque d'affection et une marque de proximité, justement. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, ça pareil pour l'enfant, le conjoint, c'est plutôt des marques d'affection qui sont rassurantes. Et qui passent, de toute façon, avec le temps, plus ou moins. Et donc oui, c'est pas grave que ce soit père ou mère. Enfin, tu sais, là, je pense qu'il y avait vraiment l'enjeu, c'est la maman, c'est la femme, et c'est pas. C'est souvent l'un des deux parents quand même. Il y a toujours un des deux parents, c'est un peu plus marqué avec l'un plutôt qu'avec l'autre. Puis des fois, c'est des phases, pas forcément en fait. Mais en tout cas, c'est pas grave. Et puis ça passe plus ou moins. J'aime bien dans ce podcast, on va dire à chaque fois, non mais ça passe. Mais c'est ça qui est bien avec les enfants, c'est que tout passe. C'est ça que j'aime bien travailler avec les enfants, c'est qu'en fait, c'est en pleine évolution, donc en fait, on s'inquiète peu en fait dans l'ensemble. C'est ça qui est chouette. Mais c'est très dur de se dire ça au moment où on est dans la phase. Moi, je me dis souvent, passer. Tu vois, et ça marche. Ça m'a fait dehors pas la nuit, mais ça marche. Je me dis que c'est qu'une phase. Ça doit être votre mantra. C'est une phase. Mais je trouve que ça marche bien, c'est vrai, t'as raison. Non, mais c'est vrai, il faut toujours se répéter. Ça finit par passer. Tout finit par passer. Les bons comme les mauvais côtés. Donc, les mauvais, on n'y pense pas, mais les bons, on y pense. Donc, profitons. Ouais. Question suivante. Mon fils a 3 ans et ne parle toujours pas. Il s'est attribué des sons bien à lui pour s'exprimer alors que nous lui parlons normalement. C'est le dernier d'une fratrie de 4 garçons, les 3 autres sont des adolescents. Des sons parasites, il y en a beaucoup, télévision, musique, forcément avec l'écart d'âge, les plus grands sont souvent sur les écrans. Est-ce qu'il y a une partie de lui qui ne veut pas s'exprimer ? C'était un bébé surprise. Est-il possible que ce soit sa façon à lui de me dire qu'il a ressenti toutes ses émotions ou toutes mes émotions durant ma grossesse ? Alors c'est une question très intéressante. Ah ouais. C'est super de pouvoir faire la prévention sur la question. C'est vrai qu'on en parle très peu du développement du langage. Alors c'est très difficile. En plus là, compte tenu des billes que j'ai, de situer vraiment l'origine d'un éventuel retard de langage, on ne sait pas en fait d'où ça peut venir. Est-ce que c'est mécanique ? Est-ce que c'est un problème d'audition ? Est-ce qu'il y a un rapport génétique ? Est-ce que c'est environnemental ? On ne peut pas savoir. En fait, là, comme ça, on ne peut pas savoir. Mais en tout cas, généralement, quand le langage met du temps à émerger, il y a plusieurs facteurs qui peuvent être mis un petit peu en avant. Mais ce qui est certain, ce qu'on a vu au début du podcast, c'est que les écrans, la musique, ça a un risque plus de freiner le langage, ça c'est évident. Si les grands frères, c'est grands frères ou grandes sœurs ? Oui, grands frères. Enfin, si l'adolescent regarde la télévision en présence de l'enfant et que l'enfant est aussi spectateur passif ou actif, là, il y a un risque encore plus majoré de développer un retard de langage, ça c'est évident. Après, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit dans les recherches de langage, mais c'est que plus on parle à l'enfant, on le disait un peu tout à l'heure, plus après il va parler. Ça, c'est vraiment évident. Et du coup, le temps pour les écrans, c'est pas forcément c'est pas forcément l'écran qui pose problème. Enfin, il pose problème, mais c'est aussi le temps volé à des conversations qui pourront faire développer le langage, qui pose problème. C'est tout ça aussi. Après, compte tenu des difficultés de l'enfant, là, il a 3 ans. Il a pas vraiment de, alors je sais pas s'il a des mots et combine les mots, je sais pas trop au niveau de son langage, mais en tout cas des sons bien à lui. Ouais, des sons. Alors faut pas trop savoir. Alors s'il y a que des sons ou même des mots qui sont combinés mais pas très bien combinés entre eux, là faut vraiment, je pense, faire rapidement déjà un bilan chez l'ORL, voir si l'audition elle est ok, parce que bien souvent on se rend compte que l'enfant parle pas très bien
ou a des sons bien à lui, ou a un niveau de voix, une prosodie bien à lui, parce qu'il n'entend pas très bien depuis le début, parce qu'il y a des outils de sérose à répétition, ce qui fait que ça a complètement ruiné son audition. Donc déjà, faire un bilan chez l'ORL pour mesurer l'audition, déjà. C'est souvent ce qu'on fait. Après, si l'ORL dit OK, pas de souci, l'audition elle est super, parfait, on passe à une deuxième étape. Et la deuxième étape, c'est l'orthophoniste. Alors vous allez me dire, ouais, l'orthophoniste, comment on fait parce qu'il y a très peu d'orthophonistes qui prennent, elles sont bondées, hein, des listes d'attente de fou. Là, il faut bien insister, mais c'est intéressant de faire un bilan le plus jeune possible. Et ce qui est intéressant, tu vois, c'est qu'en France, les pédiatres, mais pas seulement, hein, pas mal de praticiens français, ont tendance, en fait, à trop laisser traîner les difficultés de développement d'un enfant. Ça peut être le langage, ça peut être la motricité ou autre. On est un peu dans une optique de wait and see, tu vois, on voit comment il va se développer, on rassure les parents, puis on se dit, bah, c'est pas grave, ça va peut-être passer plus tard, ça va peut-être revenir plus tard. C'est qu'un enfant peut parler à 4-5 ans. En fait, au niveau nord-américain, au niveau des Canadiens, des États-Unis, on sait en fait que de plus en plus en France aussi, mais on sait que plus intervient tôt dans le développement d'un enfant, et plus meilleures seront ses chances d'évolution, parce que son cerveau est extrêmement plastique. Plus son cerveau est jeune, plus il est plastique, donc plus la prise en charge aura d'impact positif sur son développement. Donc au contraire, si on perçoit des difficultés de langage d'un enfant, même dès l'âge de 18 mois, 20 mois, 22 mois, 24 mois, il faut vraiment faire une prise en charge très précoce. Et ce qu'on peut en tout cas conseiller en attendant l'ORL, l'orthophoniste, à cette maman, c'est déjà de couper tous les écrans et les musiques de fond de la journée d'un enfant, tout couper, réassainir au maximum l'environnement sensoriel de l'enfant et prendre au moins 10 minutes par jour pour lui parler en tête à tête, les yeux dans les yeux, il faut que vraiment la ligne du regard soit sur le même plan, horizontal, avec des mots choisis pour l'enfant, répéter ses productions, imaginons qu'il fait un son qui veut dire, je sais pas, au lieu de dire cacahuète, il fait tataouette, on reprend, on dit, tu veux dire cacahuète, on insiste, on articule bien, et surtout, faut pas que l'enfant ait de tétine en bouche non plus. Faut vraiment que sa bouche, ses lèvres soient mobiles et sa langue soit mobile le plus possible. Voilà, 10 minutes par jour dans un environnement sensoriel le plus aseptisé possible, le plus neutre possible, et on enlève tous les écrans musique de fond et on prend rendez-vous chez l'ORL le plus vite possible. Ça, quand même, c'est intéressant de prendre ça tôt, plutôt. Sans vouloir être alarmiste, hein. Non, je suis hyper cool, mais c'est que là, pour le développement, c'est intéressant de prendre des enfants très jeunes, en fait. Et ce qu'elle dit sur le fait que est-ce qu'il pourrait, c'est sa façon à lui de parler des émotions qu'elle a ressenties pendant la grossesse parce que c'était une grossesse surprise. Là, ça serait vraiment psychologiser un problème qui pourrait être aussi mécanique. Non, je sais pas. On pourrait se faire cette hypothèse-là, mais dans tous les cas, ça serait à prendre en charge de toute manière. Voilà. Après, j'aime pas trop psychologiser. C'est toujours un terrain un peu glissant, en fait, je dirais. Donc, vaut mieux d'abord éliminer toute cause physique et mécanique et ensuite on peut peut-être aller sur ce terrain-là. D'accord. Oui, complètement, mais vraiment dans un troisième, quatrième temps. Et surtout ne pas culpabiliser, ne pas se sentir coupable du tout. C'est ça aussi le problème, je culpabiliser, voilà. Bon, je t'ai demandé une petite question bonus parce qu'elle est revenue énormément, cette question sur la page Instagram. J'en ai pris une parmi toutes celles qui parlaient exactement du même thème. Ici, un petit garçon de 19 mois qui a tendance à rejeter son papa depuis la naissance. Je l'ai allaité jusqu'à 18 mois. Son papa est très investi aussi pour s'en occuper, ainsi que pour les tâches de la maison. C'est un papa qui est en grande demande de câlins, mais malheureusement, notre loulou le repousse presque systématiquement. La nuit, il ne veut que moi. Le samedi, comme je travaille, il reste avec son père. Le dimanche, on est tous les trois. Ils ont leurs petits moments à eux, mais quand je suis là, il oublie son papa. Nous sommes un couple très fusionnel et le comportement de rejet de notre fils commence à peser très lourd pour le papa qui vit mal la situation. Et oui. Alors, ça ne donne pas qu'elle revienne très souvent cette question. Alors, c'est vrai que c'est une situation qui peut être très douloureuse à vivre pour le parent qui n'a pas l'enfant avec lui, enfin le parent qu'on peut dire rejeté entre guillemets. Alors, vraiment entre guillemets, parce qu'en fait, c'est pas que l'enfant rejette le papa, je pense pas. C'est juste qu'il recherche surtout la maman. C'est ça, j'ai l'impression. C'est pas forcément un rejet du papa. Alors, peut-être qu'il le prend comme tel, mais il y a une grande différence entre chercher la proximité de la maman et rejeter le parent adverse. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que je veux vraiment des guillemets sur le parent rejeté. Alors pareil, il y a une fois de plus, mais c'est vrai que ça peut être des phases chez l'enfant qui durent plus ou moins longtemps. Généralement, cette phase-là, elle finit par passer en fonction de l'évolution des besoins de l'enfant. Plus l'enfant grandit, généralement, moins il a besoin de ce corps à corps, de cette proximité avec la maman. Et du coup, plus ça finit par passer, et plus l'enfant va aller voir aussi l'autre parent à côté. Enfin, c'est juste que ses besoins changent, tout simplement. Mais après, voilà, les explications, elles peuvent être multiples. Alors c'est vrai que de manière générale, le mammifère s'accroche toujours à la personne qui s'est le plus occupée de lui pendant les premiers mois de la vie.
Donc bien souvent c'est comme nous les mamans, parce qu'en plus on est en allaitement, c'est forcément on passe plus d'heures à répondre aux besoins de l'enfant. Alors ça peut aussi être parfois en certaines familles, ce que j'ai pu voir, ça peut être l'un des parents qui des fois, alors c'est pas surprotège, mais qui parfois c'est pas surprotège, mais c'est être vraiment à cheval sur l'enfant et du mal à laisser la place à l'autre parent. Des fois ça peut être ça aussi. Des fois des mamans que j'ai pu voir qui allaitaient leur enfant, même sans allaiter, à mettre en biberon, qui avait du mal à confier son enfant aux parents en face. Après, là, c'est pas le cas, puisque la maman dit justement que le papa passe du temps avec lui chaque semaine. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans tous les cas, il y a un cercle vicieux. C'est que plus le parent se sent rejeté, entre guillemets, c'est vraiment un ressenti, plus il va manifester des émotions de tristesse, de stress, d'anxiété, même d'agressivité parfois envers l'enfant. Et plus l'enfant va le percevoir, et plus il va un peu des fois fuir ou rechercher le contact du parent qui est plus cool. Ça, c'est tout à fait normal. Ça, c'est juste c'est la synchronisation de la relation, en fait. On va être plus vers la personne qu'on trouve plus souriante et plus aimable. C'est tout à fait normal. C'est un cercle vicieux. Le problème, c'est qu'après, ça commence à s'installer. Et là, ça fait 19 mois, donc c'est que le cercle vicieux, c'est un petit peu installé. Donc mais ce qui est bien, c'est que l'enfant est en pleine évolution et c'est qu'on peut renverser facilement cette tendance-là. Et alors juste un point avant de voir un peu les conseils, ce qui est intéressant, c'est que c'est une question aussi d'attachement. C'est-à-dire que là, évidemment, je pense que c'est la maman qui est la figure d'attachement principale de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant sera plus rassuré en présence de la maman que celle du papa. C'est aussi pourquoi il appelle la maman la nuit et pas le papa. C'est toujours une personne qui est un petit peu plus au-dessus en termes de figure d'attachement qu'une autre personne. Mais ce qui est bien, et ce qu'il faut dire au papa, à tous les papas d'ailleurs qui se posent la question, c'est que imaginons que le papa est dans un lieu en présence de son enfant et d'une personne inconnue. Si son enfant a un souci, à 99%, c'est sûr qu'il se dirigera vers son papa et pas vers la personne inconnue. Ça montre bien en fait qu'il y a vraiment une pyramidalisation des figures d'attachement. Il y a la maman, peut-être, pour certains, après il y a le papa, mais après il y a d'autres personnes aussi. Donc c'est que le papa aussi compte aux yeux de son enfant, même s'il n'est pas forcément conscient. Tu vois, souvent il doute un petit peu d'eux, les papas, du coup. Après, ce qui est intéressant, c'est que quand je vois le témoignage de cette maman, elle parle de couple fusionnel, de couple très fusionnel, pardon. Et je me demandais en fait, à l'écoute de cette question, de qui elle parle. Est-ce qu'elle parle du couple maman-papa ou je pense que c'est maman-papa. Maman-fils? Non, je pense que c'est maman-papa. Maman-papa, je sais pas trop, parce que souvent les mamans parlent de couple avec leur enfant, tu vois. Et je pose la question. Moi, je l'ai lu comme le couple avec papa. La première fois, moi aussi, mais après, parce que des fois, c'est un peu ce qu'on peut je sais pas, c'est intéressant aussi, tu vois, du coup. Là, couple, c'est pas forcément couple, c'est relation, en fait, c'est binôme, c'est diade. Je me demandais, en fait, de qui elle parlait. Parce qu'il y a beaucoup de mamans, en fait, qui me disaient justement qu'avec leur petit garçon, souvent plus petit garçon, la petite fille, ils formaient une espèce de couple aussi, ce qui est tout à fait normal, en fait. Mais du coup, je me demandais, en fait, c'était qui. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, pour les solutions, ce qui est intéressant, c'est ce qui est vraiment à mettre en place, mais dès maintenant, en fait, c'est que déjà, facile à dire qu'à faire, mais il faut vraiment essayer de rester positif au maximum et ne pas prendre ça comme un rejet. Vraiment, c'est pas un rejet, c'est juste qu'il cherche cherche plus le parent qui est en face. Et au fait, ce qui est intéressant, c'est que le papa est avec son petit garçon tous les jours, régulièrement, même plusieurs fois par jour, des moments de jeu où il est tout seul avec lui, en tête à tête, quand la maman est partie faire une course. Et en fait, le jeu, c'est un excellent moyen pour créer du temps partagé, du plaisir partagé, et c'est un excellent moyen, du coup, pour créer et recréer le lien avec un enfant. C'est vraiment par le jeu qu'on crée le lien avec l'enfant, surtout pour les papas qui n'ont pas allaitement, donc ils ne sont pas aidés sur ce point-là, les papas. Donc voilà, vraiment recréer du temps partagé tous les jours, du plaisir partagé entre l'enfant et le papa, donc sans la maman, en absence de la maman, et maximiser et même multiplier ce temps où la maman n'est pas là. Et après, si vraiment le problème persiste, si on sent que le cercle vicieux n'est toujours pas rompu, ou que le papa vit la chose un peu mal, c'est d'aller consulter tous les deux ou tous les trois un thérapeute familial systémique qui étudie le système de la famille. Des fois, 2-3 séances peuvent vraiment permettre à chacun de dire ce qu'il ressent, d'expliquer un petit peu l'origine de ces comportements-là, les ressentis de chacun, et puis de lâcher prise et de passer à autre chose, d'avoir un autre regard sur la situation. Vraiment, des fois, en 2-3 séances maximum, ça peut soulager. Même une séance, des fois, ça soulage beaucoup, beaucoup, beaucoup le papa, la maman, et l'enfant, du coup, vit les choses différemment. Parce que naturellement, on induit beaucoup de choses par notre regard, nous, en tant qu'adultes. Et donc, si le papa voit l'enfant différemment, si la maman voit l'enfant différemment, sans doute le comportement de l'enfant va changer aussi naturellement.
Enfin, Et j'ai une question. bon. Est-ce que si la maman dit mais regarde papa c'est bien et elle encourage dans ce sens, c'est-à-dire va positiver la chose envers le papa, est-ce que ça peut aider l'enfant ou ça sert vraiment à rien? Bah, ça peut aider, mais si le papa il a une tête toute triste à côté et puis il se dit c'est sûr ça va pas marcher et puis tu vois il est un peu anxieux, ça marchera moyennement en fait. D'accord. Enfin, tu vois c'est ça en fait, parce que c'est vrai que souvent les mamans elles font des efforts sur ça en fait, elles se sentent un petit peu coupables aussi d'être surinvesties par l'enfant, mais si, enfin, faut vraiment, c'est tout un combo en fait. Pour que le système bouge dans l'ensemble, il faut que chaque partenaire bouge et le papa, c'est une des pièces fondatrices de ce système-là aussi, tu vois. Alors ça peut être bien, mais il faut que le papa soit hyper positif et vraiment très sincère de l'autre côté aussi. C'est pas qu'ils disent mais non, tu vas voir, ça va encore rater. Mais c'est quand même moins mieux. Oui, c'est ça. Et si on inverse? Et si c'est le parent préféré, c'est le papa et pas la maman? Est-ce que ça change quelque chose ou c'est exactement la même situation que tu viens de décrire? Alors c'est un peu moins fréquent quand même, le parent préféré sur le papa. Mais par exemple, c'est le cas, moi j'ai un couple d'amis, le papa justement se définissait comme la maman des enfants. En fait, parce qu'en fait, il passe beaucoup plus de temps avec les enfants que sa compagne qui est très très prise par le travail. Du coup, les enfants recherchent prioritairement la présence du papa. C'est juste parce qu'en fait, il passe plus de temps avec eux, donc il a plus d'occasions de répondre à leurs besoins. Donc le lien d'attachement s'est créé aussi, alors pas prioritairement avec lui, mais c'est juste qu'il y a un attachement qui c'est très fort qui s'est créé avec lui. Simplement, voilà, les enfants recherchent la présence de la personne qui s'occupe le plus d'eux, tout simplement. C'est très instinctif, et c'est le cas de nous, mammifères sociaux, notamment des êtres humains. Donc si on veut conclure aussi, c'est une phase, ça passera. Ou est-ce que là, il faut quand même essayer d'inverser? Il y a souffrance en fait, il y a souffrance du parent qui se sent rejeté, toujours entre guillemets, donc c'est pas mal de prendre ça à bras le corps et de pas laisser la situation trop s'éterniser non plus. Ça vraiment aller voir un psychologue avec une orientation un peu systémique, c'est vraiment des fois en 1-2 séances à les maximum, ça peut passer. Tout le monde se sent un petit peu mieux, le papa se sent, parce que des fois les papas se sentent pas aimés, tu vois, c'est dur en fait et quand on se sent pas aimé, on peut être plus agressif, on peut être moins tolérant à la frustration, c'est vraiment un cercle vicieux, des fois infernal. Tout le monde laisse des plumes alors que ça peut facilement être résolu avec une tierce personne. Au contraire. Ok. Bon, mais merci beaucoup, Héloïse. Et avec plaisir. C'était sympa cet épisode à distance alors qu'on n'habite pas très loin. C'est le comble, vive la technologie. Exactement. Et puis à très vite. Merci, Héloïse. À très vite. C'était le hors-série numéro 2 de la matrescence. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas déjà à le partager sur vos réseaux sociaux. On adore voir que vous écoutez la matrescence. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez, à laisser un commentaire et à vous abonner. Au revoir et à très vite.